Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre podcast préféré de l'été. Merci d'être là. Bienvenue à votre cours. On est rendu au module 4. Bienvenue à une petite rencontre audio à distance. C'est notre moment. Juste vous et moi. On se parle un peu via ce micro devant moi, via cet outil et vos écouteurs qui nous permettent de se comprendre dans cette relation unidirectionnelle. Mais disons que ça me permet de vous rejoindre plus aisément, plus intimement là où vous êtes. Salutations d'ailleurs spéciales à Dan Lévy, qui est en ce moment au Vietnam puis qui nous écoute dans ses trajets de bus, là, 10 heures d'autobus, c'est ce qu'il me disait, là, son dernier trajet. C'est pas simple, donc l'avantage de ce podcast, c'est un peu ça, hein? Ça vous permet d'étudier, d'avoir accès à une partie de la matière, et dans ce cas-là, même pendant vos voyages, parce que quand on voyage, il y a des bouts où c'est un peu plate. Puis, ça nous permet de diversifier un petit peu nos activités, passer le temps et peut-être vous endormir aussi, là. Ça peut aider aussi une voix de prof qui parle d'éthique. Pourquoi pas? C'est peut-être là l'avantage insoupçonné d'un podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. D'ailleurs, salutations aussi à Ayoub Hadji, qui m'a partagé une très belle idée. Il a proposé pour rendre ces podcasts un peu plus dynamiques, d'inviter un ou deux étudiants, hein, pour rendre, c'est ça, là, pour dynamiser, faire des interactions un peu, parce que là, je me sens bien seul dans mon bureau devant mon micro. Ça, c'est vrai que ce serait le fun. De toute façon, j'ai 3 micros dans le micro, là. Ce serait intéressant d'avoir un ou deux de vos représentants pour discuter. Déjà un, ça serait pas mal, mais pour ça, ben, ça me prend non seulement des personnes qui sont pas loin sur le campus, quoique oui, ça pourrait se faire aussi à distance. Oui, c'est vrai, j'ai un petit studio virtuel, donc ça aussi, tout ce que ça me prend des volontaires pour, pour accepter d'enregistrer ce podcast-là avec moi, puis peut-être poser quelques questions au besoin là, pendant que j'explique, que vous m'arrêtez, vous faites des réactions lorsque je dis des choses. Puis, c'est ça. S'il y a des questions, si vous comprenez plus, si vous m'avez perdu, vous me dites, attends, là, je comprends plus. Ça pourra m'aider. Comme ça, je ne serai pas seul là, à déblatérer tout ce que j'ai à dire devant mon micro. Mais évidemment, là, pas d'obligation. C'est une invitation tout à fait libre. Si vous êtes là sur le campus ou peu importe où vous êtes, je dirais tout ce que ça vous prend, c'est si ici j'ai des micros pour vous. Si vous êtes à distance, ça prend ça, là, un micro potable, surtout des écouteurs, je dirais. Là, c'est le défi là, quand on fait de l'audio à distance, c'est plus les écouteurs là, pour éviter que le flux de la discussion ne soit pas interrompu par les délais là, provoqués par vous savez, il y a une approche là, logicielle pour éviter les retours de son. Puis lorsqu'on n'a pas d'écouteurs, là, ça crée un petit délai. Voilà. Désolé pour les détails techniques. Tout ce que ça me prend, ce sont des volontaires. Donc, si ça vous tente de tenter l'expérience, ne serait-ce que pour parler à un micro, essayer de vous exprimer sur des thèmes aussi nouveaux, peut-être pour vous, que sont les thèmes abordés dans ce cours, faites-moi signe, m'écrivez un courriel, puis on prendra un rendez-vous dans quelques semaines. Ce ne sera pas le prochain module. Je vais essayer de choisir un module où, justement, il y a peut-être des anecdotes ou des questions qui se posent plus aisément. J'ai un module sur le conflit d'intérêts, ça pourrait être ça. Donc, faites-moi signe, écrivez-moi, puis on prendra rendez-vous. OK, deuxième thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est les équipes. Donc, les travaux d'équipe, les équipes, la constitution des équipes, c'est fait. Il y en a plusieurs qui étaient encore orphelins. Puis, je vous ai trouvé une petite équipe pour vous. Il y a plusieurs équipes qui ont déjà commencé à travailler sur leur TP1. Donc, si je vous ai ajouté une équipe, faites-leur signe rapidement là, pour prendre une partie des responsabilités puis assumer une partie des responsabilités. Puis pour vous, si vous êtes dans une équipe, regardez là, cette semaine, je vous ai peut-être ajouté un ou deux nouveaux.
C'est le moment de leur faire signe rapidement puis de leur confier des tâches avec des délais, des échéanciers parce que, comment dire ça? Déjà, s'ils sont en retard pour se joindre à une équipe, s'ils prennent du retard tout de suite là, c'est un retard qui se rattrape, je le sais, d'expérience, je le sais là, que c'est souvent des retards qui se rattrapent difficilement. Donc, intégrez-les rapidement aux travaux d'équipe. Puis encore une fois, une façon de les intégrer, c'est de leur confier peut-être des tâches plus simples, mais des tâches claires avec un échéancier précis. Comme ça leur permet de faire des tâches. Et sinon, ça vous permet de colliger l'information suivante. Ils n'ont pas fait telle tâche, pourtant on leur avait confié telle tâche. Donc, ça fait partie aussi de la gestion d'équipe, là, vous assurer que chacune fasse leurs tâches, assument leurs responsabilités, puis au demeurant, celles et ceux qui n'assument pas ces responsabilités ou qui prennent trop de retard, colliger l'information, parce qu'éventuellement, il va falloir résoudre ce genre de problème plus tôt que tard. Donc, il y en a plusieurs qui ont commencé leur TP1, c'est bien. Pour les autres, ben let's go, là. C'est le moment. N'oubliez pas de me partager votre document de partage. Il y en a qui utilisent Google Docs. D'autres, c'est sur Team. L'important, c'est de me partager tout ça, de m'ajouter d'ailleurs à vos équipes de travail. Moi, ça me permet de faire un suivi, justement, pour voir qui travaille et qui travaille moins ou qui ne travaille pas et d'intervenir au besoin, en tout cas d'avoir des traces de tout ça. Je dirais que votre TP1, là, c'est votre premier vrai test là, pour mettre à l'épreuve votre équipe. C'est peut-être d'ailleurs le plus gros défi de ce TP1, c'est ça. Là. Le TP1, c'est pas compliqué. Vous allez voir, là, c'est juste rédiger un problème éthique, mais en même temps, de voir si vos collaborateurs et coéquipières, est-ce qu'ils sont actifs, engagés? C'est là que vous allez le voir. Est-ce que vos outils fonctionnent? Donc, votre Teams, votre document partagé. Parce que au TP1, ça vous permet de tester vos outils, parce que le TP2, lui, il vaut beaucoup de points, puis ça viendra vite. Puis si le TP1, il y a déjà des problèmes, il faut les résoudre rapidement. Parce que le TP2, encore une fois, ça vaut plus, puis ça va aller vite, puis il y a beaucoup à faire. On n'aura pas le temps de résoudre tout ça. D'ailleurs, n'attendez pas à la fin de la session, là. Si vous voyez des problèmes internes, si vous voyez qu'il y en a qui, c'est plus compliqué, là, de les faire travailler, faites-moi signe, puis on tentera de résoudre très tôt ces problèmes, tôt dans la session. Puis le TP1, c'est un vrai bon test, là. Si vous n'avez pas eu de nouvelles d'un ou d'une étudiant pour votre TP1, ça ne s'améliorera pas. Donc, faites-moi signe rapidement. Pour le TP1, ne mettez même pas leur nom sur le TP1. Faites juste me dire, ben, telle personne, elle n'a rien fait ou il n'a rien fait. Puis, moi, je m'arrangerai pour que ça s'active de leur côté. Encore une fois, je vous invite à rester professionnel et patient. Il y en a plusieurs qui sont désorganisés. Il y en a plusieurs qui sont peut-être moins organisés que vous. Puis, il y en a peut-être qui ont des problèmes personnels. Ça aussi, ça fait partie de la donne. Donc, contentez-vous de leur confier des tâches. Si les tâches ne sont pas accomplies, faites-moi signe. Puis lorsque vous m'aurez fait signe, on tentera de résoudre les problèmes le plus calmement, mais efficacement possible. OK, module 4, c'est là que ça se passe. Module 4, c'est votre introduction à une grille, la grille de Georges A. Legault. On va l'appeler intimement la grille de Legault. D'où le nom ça vient du nom de l'auteur de l'ouvrage principal du cours qui s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Dans cet ouvrage, Georges A. Legault vous confie une grille d'analyse. Il vous l'explique. Tout ça, c'est dans un beau module que vous allez éventuellement lire. Mais moi aussi, je vais vous expliquer cette grille, la grille de Legault. Cette expression, vous allez l'entendre peut-être 200 fois là, d'ici la fin du cours. La grille de Legault, ça fera partie de votre vie intensément dans le TP2. Vous allez devoir l'utiliser dans votre TP2, cette grille d'analyse. Puis aussi, il va y avoir des questions à l'examen final sur cette grille. Donc, sachez-le, là, c'est pas juste un outil
technique dont vous avez besoin pour faire votre TP2, c'est aussi un outil théorique, là. Ça vous permet de savoir un peu quelles sont les principales composantes d'une analyse en bonne et due forme d'un problème éthique. Puis pour ça, mais ce que je vous donne, c'est cette grille d'analyse. Hein. C'est pas une grille qui est parfaite, mais au moins, c'en est une. Puis c'est une grille qui est solide, je dirais, qui est appliquée depuis de nombreuses années, qui est enseignée, en tout cas depuis de nombreuses années. Puis vous allez voir, bon, vous retiendrez peut-être pas tout de cette grille-là, mais vous allez en retenir des composantes importantes et fort pertinentes pour vous. Donc, la grille d'analyse de Legault, êtes-vous prêt? Parce qu'il faudra être attentif pendant ce podcast. Cette semaine, dans l'enregistrement de cours, vous allez, ce que je vais vous montrer, vous allez voir là, lorsque vous allez écouter cet enregistrement, je vais vous montrer là aussi à utiliser cette grille. Je vais l'expliquer en classe. L'étude de cas que je vais utiliser, c'est une étude de cas sur le plagiat universitaire. Donc, vous irez écouter l'enregistrement de cours. Vous en apprendrez d'ailleurs beaucoup sur ce qu'est le plagiat ou ce que votre université considère comme étant du plagiat. C'est toujours bien une bonne chose à savoir, là. Vous irez écouter l'enregistrement. On va analyser un cas de plagiat potentiel. Puis, je sais que vous aimez écouter ce podcast, là, mais il faut quand même prendre le temps d'écouter l'enregistrement de cours, là. Évidemment, ça fait des redites, je dirais, entre ce que je dis ici, ce que je dis dans le cours, mais en même temps, ces redites, ça fait partie de l'apprentissage dans un cours bien conçu. Il faut redire parfois les choses pour que ça finisse par rentrer dans votre tête. Puis, dans l'enregistrement de cours, je redis la même chose, mais je l'applique dans un cas plutôt de triche dans une classe universitaire. C'est important, le contexte est stimulant, vous irez voir. Vous irez écouter aussi les discussions que j'avais avec mes étudiants sur ce qu'est la triche, sur ce qu'ils considèrent comme étant de la triche universitaire, quelles sont les causes, les raisons. Une belle discussion avec mes étudiants en classe. Dans ce podcast, toutefois, j'ai choisi une autre étude de cas. Là aussi, je vais vous introduire à la grille d'analyse, la grille de Legault. Mais je vais me servir du cas de Karen Duhamel. Hein, souvenez-vous, là, on a vu le cas de Karen Duhamel au cours 1. Ça a été notre première rencontre. Je vous ai expliqué ce qui se passait avec Karen Duhamel. Donc, je vais présumer que vous connaissez un peu cette vidéo de Karen Duhamel. Sinon, de toute façon, si vous n'avez pas vu encore la vidéo du témoignage de Karen Duhamel que je vous ai donné au module 1, allez la voir. C'est une vidéo d'une 30aine de minutes, mais ça reste un cas. Puis si vous l'avez écouté, vous le savez, là. C'est un beau cas d'espèce. C'est un peu traumatisant, mais je dirais que c'est important pour vous de savoir à quoi ça peut ressembler. Dans le pire des cas, l'exercice de la profession. Mais moi, dans ce podcast, je vais me concentrer sur le même cas qu'est le cas rencontré par Karen Duhamel. Puis, on va tenter d'analyser le problème comme si on était Karen, mais on va tenter d'analyser le problème rencontré par Karen avec la grille de Legault. Donc, on va l'analyser à l'aide de cette grille d'analyse de problèmes éthiques. C'est une grille que vous aurez, je le répète, que vous devrez utiliser pour résoudre votre TP2. Le TP2, c'est l'analyse d'abord de votre TP1. Vous savez, votre TP1, là, d'ailleurs, votre TP1, là, je me permets de vous dire que vous avez jusqu'à ce dimanche, 26 mai, 23h59, pour me remettre votre TP1. Donc déjà, c'est ça pour vous. Prenez ça en note, puis activez vos échanges courriel, Messenger, whatever, là, mais il faut que ça s'active cette semaine. Dans votre TP1, rappelez-vous, là, je vous demande de me concevoir un problème éthique, mais un problème qui est réaliste, concret, plausible, c'est-à-dire que vous risquez de rencontrer fréquemment dans l'exercice de votre profession. Je vous ai demandé aussi d'intégrer une dimension d'urgence.
Puis dans votre TP2, une fois que vous m'aurez remis votre TP1 ce dimanche, votre TP2, la première chose que vous devez faire, c'est d'analyser votre propre problème que vous m'aurez soumis ce dimanche. Puis pour l'analyser, vous allez utiliser la grille de Lego. Puis c'est cette grille-là que j'aimerais explorer avec vous. D'ailleurs, dans le TP2, vous devrez analyser votre TP1 à l'aide de cette grille. Puis cette analyse avec cette grille, vous devrez l'ajouter en annexe à votre rapport décisionnel dans le TP2. Le TP2, c'est votre rapport dans lequel vous m'expliquez, voici notre problème TP1, que vous allez me remettre dimanche. Voici notre problème TP1, voici notre analyse. Vous trouverez la grille d'analyse en annexe. Et voici notre décision. Puis le TP2, c'est un rapport décisionnel où vous m'expliquez votre décision. Notre décision, c'est la suivante. Nos arguments, ce sont les suivants. La mise en œuvre de notre décision, nous vous suggérons de faire telle chose. Voici nos recommandations. Donc, le rapport décisionnel, c'est ça. Puis le TP2, c'est le cumul de tout ça. L'analyse à l'aide de la grille et le rapport décisionnel. Et dans ce podcast, je vous suggère d'explorer la première étape qui est l'analyse d'un problème éthique à l'aide de cette grille. Puis, on va prendre le cas de Karen Duhamel. D'ailleurs, si vous cherchez une copie de cette grille d'analyse, je vous le disais un peu plus tôt, c'est dans l'ouvrage de Legault. Legault vous explique cette grille. Donc, l'ouvrage, c'est Professionnalisme et délibération éthique. Vous avez accès à une version électronique de cet ouvrage, une version qui est gratuite. Puis, je l'ai pensé comme ça. Ça aussi, ça fait partie de mes choix. Vous donnez accès à une version gratuite. Elle est payée par l'université, donc à quelque part, vos frais de scolarité payent pour ces services-là. Donc, une version qui est accessible gratuitement, une version électronique. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez, mais ce ne sera pas gratuit. Si vous êtes sensible à l'odeur du papier et de l'encre fraîchement imprimée, c'est toujours possible. Mais sinon, c'est via cette version électronique. Puis, au module 4, Legault vous explique cette grille. Puis, à la toute fin, dans l'annexe, Legault vous donne une copie de cette grille. Et moi aussi, quelque part au module 4, là, je vous ai donné une grille. J'ai écrit une grille d'analyse, entre parenthèses, il ne vous reste qu'à la remplir. Donc ça, c'est à un moment donné, là, quand vous serez rendu au TP2, vous vous demandez, moi, je veux bien analyser à l'aide de la grille, mais elle est où cette grille? Elle est là. Donc, si vous ne la trouvez pas, il y en a une copie à la fin de l'ouvrage de Legault, mais sinon, il y en a une qui existe, là, qui est là. Tout ce qui vous reste, c'est l'imprimer ou sinon de remplir les parties qui restent à remplir. C'est aussi simple que ça pour vous. Donc, une grille d'analyse, vous l'aurez et vous tenterez de l'appliquer à votre problème éthique. Et pour ça, moi, je ne sais pas exactement c'est quoi votre problème en ce moment, mais ce que je vous suggère, c'est d'analyser le problème rencontré par Karen Duhamel. Et les étapes que je vais vous raconter, prenez-les en note. Sinon, vous allez trouver les instructions dans l'enregistrement de cours, vous allez les trouver dans le PowerPoint du cours, vous allez les trouver dans le chapitre 4 de l'ouvrage de Legault. Mais ce que je vais faire avec vous dans ce podcast, c'est passer à travers chacune de ces étapes pour résoudre le problème rencontré par Karen Duhamel. Karen, rappelez-vous, tiens, peut-être quelques faits là, pour celles et ceux qui l'ont pas, qui ont vu la vidéo, mais ça fait un bout là. Donc, rappelez-vous de ce qui se passait avec Karen. Donc, Karen, elle avait la tâche de travailler là, sur certains calculs concernant un chantier de réfection de l'autoroute 40. Karen, rappelez-vous, elle avait remarqué qu'il y a des quantités là, qu'on lui demandait d'entrer dans un logiciel là, qui ne fonctionnait pas. Il y avait des données qui ne correspondaient pas du tout avec ce que théoriquement il lui était possible de compter. Puis entre ces calculs, puisque l'entrepreneur lui disait qu'il faisait, ça ne fonctionnait pas. Puis Karen se met à poser des questions. Puis vous allez voir, là, puis vous l'avez vu, autour d'elle, il n'y a pas grand personne autour d'elle qui
qui l'aident, y compris son ordre professionnel. C'est un beau témoignage. Puis allez le voir, je vous le dis, là, sinon c'est honteux. Il faut absolument que vous alliez écouter cette vidéo. D'ailleurs, allez l'écouter tout de suite. Là, ça vous aidera à suivre au moins mon analyse. Donc, un beau problème rencontré par Karen Duhamel. C'est un problème rare. Donc, c'est pas un problème comme ça là, que je veux dans vos TP1. Dans vos TP1, je veux des problèmes beaucoup plus fréquents. Mais le problème de Karen Duhamel, il est possible. Il est rare, mais il est possible. Puis vous devez l'avoir en tête là, pour suivre ma présentation dans ce podcast. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse un problème à l'aide de la grille d'analyse de Georges A. Legault. Puis analyser un problème, c'est un luxe. Ça demande du temps. C'est pas un luxe que Karen Duhamel a eu, malheureusement pour elle. Mais vous l'avez, ce luxe, de prendre une grille d'analyse puis d'analyser ce problème. Vous allez le voir dans le cadre du cours, à force d'utiliser cette grille d'analyse, c'est sûr que vous ne retiendrez pas tout de cette grille d'analyse, mais il y a des étapes là, que vous allez voir qui, pour vous, deviendront essentielles. En tout cas, c'est le but. Du moins, c'est l'intention pédagogique là, derrière tout ça. Vous enseignez cette grille pour que vous puissiez en retenir quelques étapes, sinon en retenir quelques composantes. Parce que vous allez voir en cours de route, là, il y a des étapes qui sont fort pertinentes. Puis pour vous, déjà, là, si vous ajoutez ces quelques éléments à votre propre façon d'analyser un problème éthique, ce sera déjà ça comme gain. Donc, Georges A. Legault vous dit, si vous arrivez devant un problème, vous devez l'analyser en quatre phases. Phase 1, tiens, je vais les dire dans l'ordre. Phase 1, prendre conscience de la situation. Phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. Phase 3, prendre une décision raisonnable. Et phase 4, établir un dialogue avec les principales parties prenantes. Donc, 4 phases. On va passer à travers les 4 phases. D'ailleurs, je pense que je vais mettre des petits bumpers là, audio là, pour vous aider à suivre, là, donc à bien comprendre là, que là, je passe d'une phase à l'autre. Donc, tiens, je vais mettre un petit bumper ici. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? OK, phase 1. Legault vous dit, vous avez un problème éthique. D'abord, phase 1, vous devez prendre conscience de la situation. Donc, prendre conscience pour Legault, c'est quoi? Ben, c'est se concentrer sur les faits. Hein, les faits. C'est quoi les faits? Je vais mettre sur papier d'abord les faits. Qu'est-ce qui est incontestablement un fait? Donc, Legault vous dit en première sous-étape, en A, vous devez inventorier les principaux éléments de la situation. Donc, Karen, elle constate plusieurs choses. Il y a les chiffres, il y a les différences entre les chiffres. Donc, tout ça, ça fait partie des faits. Elle peut documenter tout ça. Elle peut garder des traces de tout ça. En B, Legault vous dit ensuite, vous devez formuler le dilemme éthique parce que ça aussi, c'est un fait. Donc, essayez de voir, de mettre sur papier, c'est quoi le dilemme? Pourquoi vous hésitez? Hein? C'est quoi la tension morale ici, là? Donc, vous hésitez, c'est parce qu'il y a toujours bien deux voies qui vous semblent bonnes. C'est ça, un dilemme éthique. Donc, d'un côté, si on prend l'exemple de Karen, si elle prend la voie de droite, Karen, pour elle, à droite, ce qui serait bien, c'est elle voit qu'il y a une sorte de mensonge là, qui se passe à l'œuvre, puis elle, par souci d'intégrité et d'honnêteté, elle veut poser des questions. Donc ça, c'est A, c'est bien. Puis le contraire, Karen, elle pourrait aussi décider de se taire, parce que ça aussi, ça peut être une bonne idée, parce qu'il y a des problèmes là, qui s'en viennent à l'horizon, il y a des risques de représailles. Elle doit aussi être solidaire de
de ses collègues, de la partie patronale. Elle a une relation de loyauté aussi envers son employeur. Donc, ça, c'est l'hésitation. Puis le go vous dit, dès vos premières étapes d'analyse, recensez les faits. Puis parmi les faits, il y a un dilemme, là. Essayez de le formuler explicitement. C'est quoi la tension? En C, le go vous dit, résumez la décision spontanée. Donc, vous êtes capable de formuler le dilemme. Essayez de déjà formuler c'est quoi votre décision instinctive. C'est ça, là, la phase 1, mais la sous-phase C proposée par le go, il vous dit résumer la prise de décision spontanée. Donc, pour Karen, on le voit bien, là, sa décision spontanée, c'est de poser des questions. Puis ça, quand on analyse un problème, c'est bien de le mettre, de le formuler explicitement. J'hésite, mais en même temps, spontanément, ce que je ferais, c'est ça, hein, de le dire. Puis ça vous permettra de confirmer si votre instinct est bon ou si après analyse, ben oh non, il va falloir lutter contre son instinct premier. Puis ça se peut que ça soit plus difficile. Donc, on est toujours dans la phase 1. En D, donc la quatrième sous-étape de cette phase 1, le go vous dit analyser la situation des parties concernées. Donc là, on est toujours dans les faits, toujours dans cette phase 1. Le go vous dit prenez tous les acteurs concernés, puis essayez de voir c'est quoi les conséquences positives, négatives sur chacun d'eux. Hein, vous savez, si votre réflexe pour vous, là, c'est de prendre une feuille, de le séparer en deux, là, puis de calculer les impacts négatifs et positifs de votre décision, le go vous le dit aussi, c'est une bonne idée, ça fait partie des faits. Listez tous les acteurs concernés, toutes les parties prenantes. Et par toutes, là, vous allez voir que vous allez vous fatiguer vite, là, parce que la feuille est vite remplie. Puis là, ben, vous alternez là, les conséquences positives, négatives. Donc, imaginez la feuille de Karen Duhamel. Il y a Karen. Il y aura des conséquences positives, négatives sur elle. Il y a Yannick Gourde, son collègue, son patron. Il y a, comment s'appelait-il, monsieur? Semedjan, qui était son patron. L'entrepreneur en question, j'ai oublié c'était qui. Le MTQ, donc le ministère des Transports qui était impliqué. Le public. Et pour chacun de ces acteurs, chacune de ces parties, il y a des conséquences positives, négatives. Donc ça, habituellement, vous aimez ça, cette partie-là, mais c'est une partie qui est très longue, hein, surtout si vous listez beaucoup de parties prenantes, de nombreux acteurs et actrices impliqués. Vous allez voir que ça fait les feuilles de calcul là, risquent de s'accumuler. Donc, le go vous dit en phase 1, on prend conscience de la situation, on se concentre sur les faits. On va commencer par inventorier les principaux éléments de la situation. On va formuler le dilemme éthique. On va formuler aussi notre prise de décision spontanée. On va analyser la situation des parties concernées. Et dernière sous-étape, en E, le go vous dit analyser la dimension normative de la situation. Donc, une belle étape super importante. Allez voir les normes. Hein, vous êtes face à un problème éthique. C'est parce qu'il y a peut-être des normes, des lois qui encadrent déjà ce genre de problème. Pas parce que vous devrez absolument et nécessairement vous conformer à la norme, mais parce que vous devez minimalement savoir quelles sont les normes, les lois concernées. Parce que typiquement, vous devrez vous conformer à ces normes, mais en matière d'éthique, parfois, c'est possible de trouver une situation où, au contraire, on doit s'éloigner un peu de la norme pour de bonnes raisons, idéalement. Donc ça fait partie d'une analyse éthique, mais d'abord, trouver les règles, les lois, les normes qui encadrent ce genre de problème. Pour Karen Duhamel, c'est quoi les lois? D'abord, elle a un contrat de travail, par exemple, qui la lie à son patron. Donc, elle lui doit une certaine forme de loyauté. Il y a un contrat entre son employeur puis son client, qui est le MTQ. Donc, il y a des obligations contractuelles.
Elle a un code de déontologie professionnelle. Donc, tout ça, ça fait partie de prendre conscience de la situation, là, voir quelles sont les normes qui sont impliquées. Hein, même si vous connaissez mal les normes, c'est important de vous familiariser un peu, au moins, avec tout ça. Puis dès que vous allez avoir affaire à un problème éthique, c'est important de vous rafraîchir la mémoire, sinon d'explorer les normes, les règles qui encadrent ce genre de problème. Donc voilà ce que vous dit Legault dans cette première phase 1. Legault vous dit prendre conscience de la situation et pour vous, c'est analyser les faits, c'est formuler le dilemme, c'est résumer la prise de décision spontanée, analyser la situation des parties prenantes et analyser ou cerner, recenser les normes, les règles, les lois. Et tout ça, c'est seulement la phase 1 de l'analyse. Well done. Here come the test results. OK, phase 2. Déjà, phase 2, on a passé à travers la phase 1. Donc, la phase 1, on a analysé les faits, on a tout fait tout ça, on a pris conscience de la situation avec tout ce que ça implique, avec l'analyse de la grille de Legault. Phase 2, nous dit Legault, on va clarifier les valeurs en conflit. Ça fait partie de la deuxième phase. Une deuxième phase que Legault divise en 3 sous-étapes. La première sous-étape, nous dit Legault, c'est identifier les émotions dominantes. Hein? Ça fait partie des liens que Legault tisse entre les faits et les valeurs. Il faut passer par les émotions. Donc, Karen ressent quoi, elle? Mettez-vous à sa place. Là. Ça ressemble à quoi, les émotions? Ben, il y a sûrement un peu d'anxiété. La peur même, hein, la peur de perdre son emploi, la peur du jugement des collègues, la frustration, très certainement, là, de ne pas être entendu. C'est important, nous dit Legault, de déjà commencer à expliciter quelles sont les émotions en jeu, parce qu'évidemment, là, pour n'importe quelle analyse d'un problème éthique, c'est important de prendre conscience de ces émotions-là, là, parce que ça se peut que ça influence votre décision. Puis Legault vous dit, prenez le temps, là, dans cette deuxième phase, d'au moins identifier les émotions qui sont en jeu. En B, Legault vous dit, identifier les principales valeurs agissantes. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce sont les valeurs qui influencent la décision. Hein? Si on prend l'exemple de Karen Duhamel, Karen Duhamel, c'est quoi les valeurs qui guident son action? Il faut voir un petit peu c'est quoi son calcul de conséquences. On parlait des conséquences positives, négatives qu'on a faites dans la phase 1, les normes que Karen peut trouver. Puis c'est à travers ces normes puis ce calcul-là là, que vous allez trouver des normes. Hein? Si pour elle a fait dans son calcul de conséquences, elle a mis en caractère gras là, le risque de perdre son emploi, ben pour elle, la valeur qui se cache derrière ça, c'est la sécurité d'emploi. Hein? Si elle a peur pour sa santé mentale, parce qu'elle elle le voit bien, là, elle a déjà fait face à des problèmes comme ça, puis elle fait des crises d'anxiété quand ça se met à tourner mal, mais à ce moment-là, la valeur, ce serait, je sais pas, santé mentale. Si pour elle, dans son analyse des faits, elle a mis en caractère gras le fait que c'est important de ne pas perdre son contrat de travail, d'être loyal envers son employeur. Mais justement, ça fait partie des valeurs, ça, la loyauté envers l'employeur. Quelle autre valeur? On aurait pu parler de la solidarité envers ses pairs. Donc, c'est pas pour rien là, que quand vous allez calculer les conséquences positives, négatives, c'est pas pour rien que vous avez décidé que ce sont des conséquences positives, c'est parce elles sont positives parce qu'elles pointent vers une valeur. Elles mettent en exergue une valeur. C'est pour ça que vous avez dit que ce sont des conséquences positives. Donc, faites cet effort-là. Puis si vous avez dit qu'il y a telle norme qui est importante, telle loi, telle règle, derrière chaque norme, chaque règle, il y a une valeur qui se cache. Donc, c'est à vous de la trouver. Il y a plusieurs normes. Si on prend votre code de déontologie, souvent, il y a des valeurs qui se cachent qui ressemblent à la vérité, l'honnêteté, la justice,
Hein, ça fait partie des valeurs qui se cachent derrière plusieurs articles de votre code de déontologie. Donc ça fait partie de ce que le Go vous demande d'identifier, nommer les valeurs agissantes, on trouve les valeurs, puis à la fin, le Go vous dit en C, essayez de résumer votre problème éthique en un conflit entre deux valeurs. Il y a deux valeurs. Si c'est un vrai problème éthique, si c'est un vrai dilemme, je le disais un peu plus tôt, c'est parce qu'il y a deux voies qui vous semblent justes et pertinentes et bonnes. Mais si vous faites l'exercice d'analyser un peu plus loin, vous allez voir que derrière chaque voie, il y a une valeur qui est là. C'est pour ça que c'est un dilemme, c'est parce qu'il y a des valeurs en conflit. Ultimement, un vrai dilemme, c'est un combat entre deux valeurs. Puis, vous devrez éventuellement choisir ces valeurs. Ça viendra un peu plus tard, mais le Go vous dit, essayez d'encapsuler ce dilemme en deux valeurs, un combat entre deux valeurs qui s'affrontent. Puis, si vous réussissez à vous rendre jusque-là, vous aurez passé à travers la phase 2, qui est celle de Georges A. Legault, qui est de clarifier les valeurs en conflit. Legault vous dit en 3 sous-étapes: A, identifier les émotions; B, nommer les valeurs agissantes; et C, identifier le principal conflit de valeurs agissantes. Bon, m'écoutez-vous encore, là? J'essaie de mettre des bumpers audio, là, mais peut-être que ça fonctionne pas. En tout cas, je vais vous donner votre indice tout de suite ici, là. Ça va être fait en plein milieu du podcast. Ça va en mélanger plusieurs là, qui pensent que je donne toujours mes indices à la fin du podcast. Donc, l'indice de la semaine, c'est une phrase. L'indice va comme suit: les faits, les valeurs, les raisons d'agir. Fin de l'indice. Hein, vous avez remarqué que ce sont les 3 premières phases de la grille: les faits, les valeurs, les raisons d'agir. Vous me dites, oui, mais on n'a pas encore fait la 3e phase de la grille de Legault. Ça s'en vient. OK, étape phase 3 de la grille de Legault. Bon, Karen Duhamel a fait plusieurs choses, là. On a analysé son problème avec elle. D'abord, elle a analysé les faits. C'était la phase 1. Elle a identifié son principal conflit de valeurs. Elle a fait ça à la phase 2. Ensuite, Karen, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ben, Legault lui conseille de passer à la phase 3, qui est de prendre une décision raisonnable, hein? Et trouver des raisons d'agir. C'est ça qui reste à faire. On a bien analysé les faits, on a pris conscience de tout ça, on a analysé les valeurs. Maintenant, il faut se commettre, il faut prendre une décision et surtout, il faut trouver des raisons d'agir. Il faut trouver des arguments pour justifier cette décision et c'est dans cette phase 3 qu'on va les trouver. Legault propose trois sous-étapes dans cette phase 3. D'abord, en A, Karen doit identifier la valeur qui a préséance. Donc, c'est ça aussi un conflit de valeurs. C'est simple de mettre plein de valeurs puis de dire ça, c'est mes valeurs. Les compagnies font ça, là, ils mettent ça là, dans sur la première page de leur site Internet. Là. Voici nos valeurs. C'est simple. Mettre des valeurs. Le problème, c'est de choisir de prioriser l'une par rapport à l'autre. C'est ça, prendre une décision éthique. C'est arriver face à un conflit entre deux valeurs, puis prioriser l'une par rapport à l'autre. Puis pour faire ça, ça va être déchirant. Il va falloir sacrifier une très belle valeur, puis il va falloir trouver des raisons pour avoir décidé de prioriser une valeur, puis de sacrifier l'autre valeur. Pour Karen Duhamel, par exemple, elle doit choisir entre deux valeurs, peut-être entre vérité et solidarité. Hein, dire la vérité, mettre au jour plutôt les faits observés, ou non, hésiter puis rester solidaire de ses pairs. Donc, c'est ça
le vrai conflit de valeurs pour Karen et donc qu'elle doit prioriser. Et ce faisant, en priorisant une valeur, elle va sacrifier une autre. C'est ça un vrai dilemme éthique, c'est ça prendre une décision éthique, c'est valoriser, prioriser une valeur et sacrifier une autre valeur. Et Legault vous dit, dans cette phase 3, première sous-étape, identifier la valeur qui aura préséance. Donc, on choisit de prioriser une valeur. Et en B, identifier le principal argument pour justifier la valeur prioritaire. Donc, c'est ça qu'on va faire, là. On va prioriser une valeur, puis on va déployer des arguments pour justifier pourquoi on a priorisé telle valeur. Pour Karen, Karen, c'est ça, là. Elle, vous l'avez vu, là, comment elle a résolu son problème. C'est sûr qu'elle n'a pas passé à travers la même analyse que nous, là, mais elle a décidé de dire la vérité, de mettre au jour les faits. Et pourquoi a-t-elle fait ça, ses arguments? C'est parce que son code lui dit de le faire, son code de déontologie lui dit de le faire, la loi sur les ingénieurs lui dit de le faire. Ça fait partie de son argumentaire. La valeur, c'est la vérité. Pourquoi le fait-elle? Elle, ça reste un sentiment du devoir accompli, de se conformer aux règles, aux normes qu'on lui impose. C'est ça les arguments. Elle les a peut-être pas formulés explicitement comme ça, mais nous, a posteriori, on peut le faire pour elle. Hein? Donc ça, c'est un argument. Ça pourrait être un argument de type conséquentialiste aussi. Elle pourrait dire, moi j'ai décidé Elle aurait pu prendre la décision contraire en disant, moi j'ai décidé de me taire parce que je crains de perdre mon emploi, parce que je crains des représailles de la partie patronale, parce que je crains qu'on me tablette, qu'on me tasse, qu'on me donne des tâches qui sont beaucoup moins stimulantes. Puis elle aurait eu raison aussi de faire ce calcul, mais si elle avait déployé ce type d'argument, ça serait un argument de type conséquentialiste. Hein. Ça, vous comprenez bien ce que je dis là, parce que vous avez vu les 3 courants au module 2, vous vous en rappelez. Donc, Legault vous dit, dans cette phase 3, vous allez en A, identifier la valeur qui a préséance. En B, identifier le principal argument qui justifie cette valeur prioritaire. Donc ici, gâtez-vous, vous pouvez donner 1, 2, 3 arguments. Et en C, vous devrez préciser les modalités de l'action qui sera entreprise. Donc, c'est dans cette phase-là, une fois que vous avez dit, voici la valeur que je vais prioriser, voici mes arguments, voici en 3e sous-étape, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour la mettre en œuvre, cette décision-là. C'est pas tout d'avoir une bonne décision, il faut être capable de penser à comment on va faire pour la mettre en pratique. Hein, pour Karen, c'est ça qu'elle aurait dû aussi faire, là. C'est-à-dire que penser à... Bon, moi, je pense que ma bonne décision, c'est quoi? C'est de dire la vérité. Mon code, mes arguments, c'est un argument qui est plutôt déontologique. Mon code, les lois me disent de le faire. Maintenant, comment je vais faire pour la mettre en œuvre? C'est quoi les étapes? Est-ce que je le dis directement à mon patron? Est-ce que je le dis directement à mon ordre professionnel? Est-ce que je demande de l'aide de mon ordre professionnel? Est-ce que je demande d'autres formes d'aide? C'est là où on se met à réfléchir à ce dont j'ai besoin pour mettre en œuvre ma décision. Donc ça, c'est là que ça se passe. C'est dans cette phase 3. Legault vous dit, vous avez pris votre décision, vous avez de bons arguments. Maintenant, comment vous allez faire pour la mettre en œuvre, cette belle décision-là? Et ça, c'est la phase 3, ça s'appelle prendre une décision raisonnable. C'est ce que Legault veut dire, prendre une décision, mais justifiée par des raisons. C'est ce que ça veut dire, une décision raisonnable. Et ensuite, prévoir les modalités d'action. Et ce faisant, on aurait passé à travers les 3 premières phases. Donc, Karen a réussi à analyser les faits dans la phase 1. Elle a clarifié les valeurs en conflit. Ça faisait partie de la phase 2. Et en phase 3, elle a pris une décision
justifié rationnellement, puis a aussi pensé à la mise en œuvre de cette décision. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. Et enfin, la phase 4. Bon, là, vous allez vous demander, coudonc, c'est quoi qui reste à faire, là? On a tout fait, là. On a analysé les faits, on a les valeurs, on a pris une décision, on a pensé à la mise en œuvre, il reste quoi à faire? Ben, Legault vous dit, la dernière phase, c'est d'établir un dialogue avec les parties concernées. C'est comme ça qu'il l'intitule. Mais moi, je préfère d'autres formulations de Legault dans cette phase 4. Legault dit ailleurs faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. C'est ça qu'il dit dans cette phase 4. Il y a 2 sous-étapes, là. La phase A, la sous-étape A, je vais essayer de me donner un vocabulaire qui est cohérent. La sous-étape A, il dit faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Si vous avez l'impression que c'est un peu cryptique comme formulation, ce l'est, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple que vous le pensez. Là. C'est-à-dire que c'est un peu de jargon de philo, mais ce que Legault essaie de vous dire, c'est, vous avez pris une bonne décision, vous avez trouvé des raisons. Maintenant, on va analyser, c'est un regard critique, là, je dirais, sur les raisons d'agir que vous avez trouvées. Legault vous dit, vous avez des arguments, vous les avez trouvés dans la phase 3. Dans la phase 4, on va examiner avec un peu plus de soin, un peu plus de rigueur, un peu plus de sens critique, je dirais, ces arguments. Puis Legault vous donne des critères pour évaluer la force, je dirais, de votre argumentaire. Donc ça arrive à la toute fin de cette grille d'analyse proposée par Georges A. Legault. Puis même si vous êtes fatigué, en ce moment, là, vous êtes peut-être fatigué de m'écouter, là, mais il faut quand même, je le disais aussi en classe, c'est toujours à la fin de mon explication que les étudiants sont un peu fatigués, mais ça reste que c'est important de comprendre et d'apprendre aussi ces dernières phases. Puis Legault vous dit à la toute fin, vous avez un argumentaire, c'est important d'évaluer la force de cet argumentaire. Puis pour évaluer la force de cet argumentaire, je vais vous donner quelques petits critères d'analyse supplémentaires. Legault vous dit, vous devez faire une analyse critique. Vous devez utiliser 3 critères. Il y en aurait sûrement d'autres, là, mais je les aime beaucoup, ces critères. Le premier critère, c'est le critère d'impartialité. Legault vous dit, vous avez trouvé une belle décision, vous avez de beaux arguments, mais êtes-vous impartial? Ou est-ce que votre décision pourrait convaincre un jury qui, lui, est impartial? C'est-à-dire que, prenons Karen, là, c'est Karen qui prend la décision. Elle est donc partie prenante. Quand vous avez fait votre calcul, là, votre feuille avec tous les acteurs concernés, vous avez listé Karen. Ou c'est ce qu'on a fait, en tout cas, on a listé Karen. Donc, elle est partie prenante. Étant partie prenante, elle prend aussi la décision. Donc, ça se peut qu'elle ne soit pas tout à fait impartiale. C'est ce que ça veut dire, là. Elle fait partie du problème. Puis ça se peut bien que faisant partie du problème, elle résolve le problème d'une façon qui n'est pas impartiale. Ça se peut que dans sa décision, qu'elle prenne une décision qui va à son avantage. Et rappelez-vous, elle n'est pas la seule concernée dans ce problème. Puis je dirais que c'est une des tentations importantes pour lorsqu'on prend un problème éthique et lorsqu'on tente de résoudre un problème éthique et qu'on est personnellement concerné, ça se peut que la tentation, ça soit de sauver votre peau. Puis c'est tout à fait légitime. Mais est-ce que c'est la bonne décision quand même? Est-ce qu'on ne vous a pas Est-ce qu'on ne vous a pas confié ce rôle justement pour faire autre chose que juste sauver votre peau?
Parce que Karen, vous le voyez, là, c'est pas sauver sa peau qu'elle décide de faire. Non, elle décide de prendre une décision qui s'appuie sur les normes, sur les lois, sur les règles. C'est peut-être ce qui rend sa décision un peu plus impartiale. C'est là que vous voyez que ce critère-là là, s'applique bien pour Karen. Elle tente d'être impartiale, puis la preuve de tout ça, c'est qu'elle sacrifie ses propres intérêts personnels. Elle est partie prenante, mais au lieu de s'appuyer sur ce qu'elle ressent, sur ses propres intérêts personnels, elle s'appuie sur les lois, sur les règles, sur les normes qui, elles, sont impartiales. Donc ça c'est intéressant comme exemple. Puis, il faut que ça vous serve de leçon aussi. Quand vous allez analyser votre propre décision, lorsque vous allez arriver dans cette dernière phase d'analyse, lorsque vous arrivez aux critères d'impartialité, est-ce que la décision, elle est impartiale? Est-ce que je suis partie prenante? Et si oui, est-ce que j'ai pris la décision de façon à ce qu'elle serve mes propres intérêts ou est-ce qu'elle serve les intérêts de toutes les parties impliquées? Puis si dans mon analyse, je tiens compte de toutes les parties impliquées, alors je suis plus impartial. Si ma décision prend le parti d'une personne, ça peut être moi, à ce moment-là, elle est moins impartiale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne décision. Ça veut juste dire que votre décision n'est pas tout à fait impartiale. Puis il va falloir justifier autrement votre décision. Il va falloir trouver des arguments supplémentaires pour justifier pourquoi vous pensez que la bonne décision, c'est la vôtre, puis ça donne bien parce que la décision sert à vos propres intérêts personnels. Donc ça, c'est le premier critère, c'est le critère d'impartialité. Le deuxième critère, c'est le critère de réciprocité. Ici, Legault vous demande à la fin de votre analyse, bon, vous avez décidé, vous avez pris telle décision, vous pensez que vos raisons d'agir sont raisonnables, vous avez évalué le critère d'impartialité. Maintenant, le critère de réciprocité, ça vous demande de vous mettre à la place. Réciprocité, c'est ce que ça veut dire, se mettre à la place de l'autre. Et l'autre, c'est qui? C'est celui ou celle qui subira les contre-coups de votre décision. Donc, si vous avez une décision délicate, puis votre décision, ben, ça sacrifie les intérêts, je ne sais pas, des employés de la compagnie, ben, vous devez essayer de vous mettre à la place de celles et ceux qui vont perdre leur boulot, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Le critère de réciprocité, c'est une décision délicate, difficile. Il y en a qui vont subir des conséquences négatives importantes et pourtant, vous décidez de prendre cette décision-là. C'est important de vous en rendre compte qu'il y a une partie qui va souffrir de votre décision. Puis ça vous permettra de penser, entre autres dans la mise en œuvre de votre décision, qu'est-ce que vous pourriez faire pour réduire les conséquences négatives de votre décision sur cette partie là, qui risque de souffrir de votre décision. Là. Dans le cas de Karen, ben Karen, dans sa décision, dans son calcul, en tout cas, c'est elle qui risque le plus de souffrir de sa décision. Peut-être ses collègues aussi. Puis, si elle applique le critère de réciprocité, c'est ce qu'on devrait faire pour elle et avec elle. C'est prendre conscience que si elle prend cette décision, c'est elle qui risque d'en subir les contre-coups. Ce sont ses collègues aussi qui risquent de subir les contre-coups de cette dénonciation, de ces accusations, de ces démarches auprès de son ordre professionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas faire cette décision-là. Ça veut juste dire que le critère de réciprocité, c'est ce que c'est. C'est l'effort supplémentaire que ça vous demande. Vous mettre à la place de l'autre. Et l'autre, c'est qui? C'est celui qui va subir les conséquences négatives de votre décision. Le troisième critère, c'est le critère d'exemplarité. Donc, vous avez pris une belle décision, vous avez évalué votre critère d'impartialité, votre critère de réciprocité. Legault vous dit à la toute fin, c'est important de voir dans quelle mesure votre décision, elle est exemplaire. Et exemplaire, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Ça veut juste dire dans quelle mesure votre décision peut servir d'exemple aux autres décisions éventuelles. Hein? Donc, dans quelle mesure vous pourriez vous inspirer ou votre décision pourrait inspirer d'autres décisions.
On voit ça un peu là, en droit, on a la notion de jurisprudence. C'est un peu le même concept, là. C'est lorsqu'un juge rend son jugement, ben à la fin, il donne son jugement, puis il réfléchit aussi à dans quelle mesure son jugement pourrait influencer d'autres jugements. C'est ce que Legault vous demande à la fin. Donc, vous avez pris une décision, votre décision, vous pensez que c'est la bonne, vous avez trouvé de bonnes raisons. Maintenant, vous devriez réfléchir à ma décision, elle est bonne, j'ai de bonnes raisons, et ces raisons sont suffisamment valables pour s'appliquer à d'autres décisions semblables, et voici à quoi ça pourrait ressembler une décision semblable. Puis, si la décision ressemble à ça, selon ces critères, vous pourriez prendre la même décision. Donc là, ici, Karen, c'est assez simple, là. Sa décision, Karen, ça s'appuie sur les normes, sur les règles, puis on pourrait dire, ben, à chaque fois que vous rencontrez un problème comme Karen, vous pourriez, si ça ressemble à ça, idéalement, vous pourriez vous appuyer de la même façon qu'elle sur les lois, sur les normes, sur les règles, parce que ça justifie sa décision. Puis, ça permettrait de résoudre d'autres cas semblables. C'est la force du droit, c'est que généralement, ça fonctionne plutôt bien pour résoudre la plupart des problèmes. Par contre, si elle avait pris la décision contraire en disant, ben moi, je suis consciente des normes, des règles, des lois, mais je vais décider de me taire. Parce que ça aussi, c'est possible dans le cas de Karen. Je vais décider de me taire parce que j'ai peur des représailles, parce que je me sens bien seul, j'ai l'impression que j'ai l'aide de personne, j'ai l'impression que je vais avoir des représailles de mes proches, de mon employeur. Écoutez, il y avait même du crime organisé là, qui tournait autour de ça. Puis voici mes décisions. Donc, je suis conscient des normes, des règles, des lois, mais ma décision, elle sera autre. Puis je vais m'éloigner des normes, des règles, des lois parce que pour telle raison. Hein, j'ai peur des conséquences négatives pour moi. Puis c'est comme ça que je vais le justifier. Donc ça aussi, ça se peut. Est-ce que sa décision est exemplaire? Bien là, il faudrait qu'elle soit capable d'expliquer que ma décision, elle est bonne parce que le contexte, il est particulier. Hein, je suis conscient qu'il y a des normes, qu'il y a des règles, qu'il y a des lois. Mais pour toute personne qui serait dans ce genre de contexte où les pressions sont immenses, où les pressions patronales sont aussi fortes, où l'aide fournie par votre ordre professionnel est aussi faible, à ce moment-là, la décision serait justifiée. Donc, c'est comme ça qu'on évalue le critère d'exemplarité. C'est essayer d'évaluer dans quelle mesure ma décision pourrait s'appliquer à des cas semblables. Et si vous avez passé à travers ces 3 critères, exemplarité, impartialité et réciprocité, à ce moment-là, vous aurez fait une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. C'est ce que Legault voulait vous dire, hein? Universalisable. J'ai fait le pas réflexif nécessaire pour voir dans quelle mesure ma décision pourrait être généralisée. C'est ce qu'il veut dire. Et j'espère que mes explications étaient suffisamment claires. Et finalement, on est toujours à la phase 4, mais la deuxième sous-étape, donc la phase 4 sous-étape B, Legault vous dit « Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier votre position. » Et là, si vous voyez bien, si vous connaissez bien déjà vos TP1 et TP2, vous savez que mon TP2, c'est exactement ça. C'est 4B. Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. C'est ça, mon TP2. Donc, le TP2, c'est d'analyser le problème jusqu'à temps que vous vous rendiez à la phase 4B. Puis quand vous êtes rendu à la phase 4B, ça veut dire que vous êtes prêt à sauter dans votre TP2 parce que le TP2, c'est exactement ça. C'est m'expliquer votre décision, formuler, présenter votre argumentation complète pour justifier votre décision. Puis ça,
c'est le rapport décisionnel, la deuxième partie de votre TP2. Donc, les 4 phases de la grille d'analyse, les voici. Il y en a 4. Je vous les expliquer tous les 4. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez me remettre votre TP1 ce dimanche. Puis tout de suite, vous allez sortir votre grille d'analyse, puis vous allez déjà commencer à remplir votre grille d'analyse. Vous allez d'abord analyser les faits, phase 1. Phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles, donc trouver les valeurs là, qui se cachent derrière les conséquences, derrière les normes, derrière les lois. Phase 3, prendre une décision, donc résoudre rationnellement le conflit de valeurs, trouver des raisons d'agir. Tout ça, c'est penser aussi aux actions à poser. La mise en œuvre, c'est dans cette phase 3. Phase 4, établir un dialogue réel avec les parties concernées. Donc là, on est dans la phase 4. Là, c'est la phase où on prend une distance critique par rapport à votre décision. On regarde la décision que vous avez prise, puis on tente de voir dans quelle mesure cette décision-là et les arguments déployés sont universalisables. C'était la phase 4. Et vous allez me faire dans le TP2, vous allez prendre cette grille d'analyse, vous allez la mettre en annexe, puis après, vous allez rédiger votre rapport décisionnel qui est la deuxième étape de la phase 4 de la grille de Legault. Mais là, je parle. Cette grille, je le sais, vous allez mieux la comprendre lorsque vous allez l'utiliser, puis vous allez l'utiliser pour résoudre votre TP2. Donc, concentrez-vous cette semaine sur votre TP1. Proposez-moi un vrai beau TP1 réaliste, concret. Puis après ça, vous sauterez peut-être dans les explications de ce module 4. Vous réécouterez peut-être ce podcast, puisque lorsque vous aurez besoin de cette grille d'analyse, c'est dans ce podcast que je vous explique ces étapes-là. Là, vous en avez été témoin. Puis c'est dans les explications de l'enregistrement du module 4 que je vous explique tout ça de la même façon ou autrement, mais en tout cas, ce sera les mêmes thèmes dans ce module 4. Et si vous avez tout ça, ben vous aurez déjà apprivoisé cette grille d'analyse de Georges A. Legault. Nice job breaking it, hero. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bravo pour votre écoute des podcasts. J'espère que dans cet épisode, que les petits bumpers audio ont pu vous ressaisir au moment où là, vous m'aviez lâché. On lâche pas. Écoutez, ça avance à grande vitesse ce cours cet été. Essayez de garder le rythme. Il y en a plusieurs qui le font très bien. Bravo à vous. Ça vous aidera assurément à réussir et à exceller, surtout dans ce cours et dans cette matière qui est celle de l'éthique et du professionnalisme. On se revoit ici la semaine prochaine dans ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez jouer dehors, il fait beau. Allez, bye bye.